Quel est l'intérêt d'une vidéo par rapport à un texte écrit? La différence, c'est qu'une vidéo, il y a une incarnation. C'est-à-dire, dans l'incarnation, il y a deux volets. Il y a l'émotion que l'on dégage et le corps. Mais les gens ont peur de ça. Ils ont peur, ils disent émotion égale fragilité, vulnérabilité, faiblesse même. Et faiblesse. Et faiblesse. On n'a pas conscience que dans la voix, on entend tout. On détecte un mensonge comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'on détecte que le paraverbal, que la voix dit pas la même chose que le corps. Souvent dans la prise de parole, on voit bien que certains essayent de faire adopter des modes de prise de parole classiques. Tous les orateurs qu'on aime bien, on les aime bien dans leur patine, on les aime bien dans leurs défauts, dans leur façon d'être. Trouve-moi un orateur, un très bon orateur qui soit parfaitement lisse, ça n'existe pas. Bonjour Antonin et bienvenue sur le podcast Votre Voix. Alors Antonin Lesson, nous on se connaît depuis un moment, on travaille ensemble, on accompagne ensemble des élus, des dirigeants sur la notion de prise de parole en public puisque tu es coach, même formateur, voire accompagnateur comme tu aimes le préciser, en prise de parole, mais aussi conférencier. Oui. Alors, bienvenue dans ce podcast. On a enregistré un épisode ensemble début d'année, même entre les fêtes, parce que c'était sur la notion de comment bien enregistrer sa vidéo de vœux. Ouais, et il y a du boulot. Il y a pas mal de boulot. Parce que chaque année, on se repose toujours la même question, mais quand est-ce qu'ils vont se préparer pour réaliser ces vidéos correctement et surtout avoir un message impactant? Et une notion que l'on étudie tous les deux, c'est comment ils peuvent avoir la posture adéquate pour ces messages. Puisque cet épisode, on a décidé de le dédier à un outil sur lequel tu travailles, que tu aimes à présenter, et qui s'appelle l'outil corps. C'est ça. C'est comment s'appuyer sur soi-même, parce qu'on a le meilleur outil, c'est notre corps, tout simplement, qui commence du pied jusqu'au sommet du crâne, et il faut inclure ça. Généralement, on peut le voir, ça se voit très bien sur les vidéos de vœux, justement. Ça se voit très bien où c'est des gens qui se contentent de débiter un texte. Vraiment, on peut couper le son et lire La cigale et la fourmi, hein, et ça marche. Et on voit vraiment des enfants qui sont en train de terroriser, en train de lire, répéter par cœur un texte. Or, ça manque d'intelligence à mon goût, parce que quel est l'intérêt d'une vidéo par rapport à un texte écrit ? Un texte écrit, ça peut être bien écrit, on peut prendre son temps, on peut réfléchir, ça peut être beaucoup plus complet. Mais la différence, c'est qu'une vidéo, il y a une incarnation. C'est-à-dire, dans l'incarnation, il y a deux volets. Il y a l'émotion que l'on dégage et le corps. Or, l'émotion que l'on dégage, il y a certes dans les mots, mais surtout une émotion qu'on peut voir dans le corps, dans la voix, dans le regard. Ouais. Mais les gens ont peur de ça. Ils ont peur, ils disent émotion égale fragilité, vulnérabilité, faiblesse même. Et faiblesse. Et faiblesse. Or, pas du tout. Tous les bons communicants communiquent en étant vraiment calés sur leurs émotions. J'ai un mot qui terrorise tous mes stagiaires, tous nos clients. D'ailleurs, tu l'as déjà vu, c'est quand je dis « il faut atteindre le lâcher-prise ». Et tout d'un coup, leurs yeux s'illuminent de terreur. Ils croient que je vais les faire courir nus sur la plage. Pas du tout. Le lâcher-prise, c'est d'accepter de ne pas tout contrôler et finalement être parfaitement concentré dans ce qu'on appelle l'ici et le maintenant. Ce qui est un concept vieux comme le monde. Même le moment présent. Le moment présent. Et même tous les grands orateurs latins, au Sénat romain, ils parlaient de hic et nunc, ici et maintenant. Pour expliquer ceux qui ne comprennent pas ça, ça peut arriver à tout le monde au moment où on prend la parole et qu'on est un peu nerveux. Il y a comme un effet, comme si on se séparait de nous-mêmes. Il y avait une petite caméra qui nous filmait. Et nous, on était en train de regarder la caméra et pas nous-mêmes. Et là, on n'est plus concentré. C'est le moment où il y a une sorte de cercle vicieux qui se met en route, où on commence à être nerveux, où on commence à moins bien respirer, à parler plus vite. Et bref, on n'est plus dans le ici et le maintenant. Là, par exemple, toi et moi, on est dans le ici et le maintenant, on échange pleinement. Ce que tu disais notamment dans la notion de ici et maintenant, c'est que les gens sont concentrés, par exemple, sur le regard que les autres ont ou sur peut-être un chuchotement ou un échange qu'il y a dans l'auditoire. Et du coup, en étant concentrés là-dessus, ils sont plus concentrés sur eux et donc sur leur corps. Bien sûr. C'est en ça qu'il y a un manque d'incarnation et de concentration, comme tu l'as rappelé. Et surtout qu'on devient complètement parano.
Dans ces cas-là, ils deviennent complètement parano, tandis que quand on est bien concentré, mais dans l'ici et le maintenant, encore une fois, pas concentré comme dans une salle d'examen. Justement, c'est une autre forme de concentration. On peut intégrer le chuchotement et ça se trouve, on peut très vite voir si la personne, en fait, elle a fait tomber quelque chose par terre ou si elle est en train de s'interroger par rapport à ce que je viens de dire. Et là, l'intégrer. Ouais. Donc, quels sont les éléments justement de ce corps sur lesquels tu travailles, sur lesquels tu aides justement les stagiaires à travailler pour être dans cette notion de concentration et de moment présent, de manière à impacter justement, puisque c'est ça qu'on recherche au travers de l'incarnation, c'est impacter l'auditoire. Oui, se mettre en connexion. Se mettre en connexion. Et je travaille un peu sur tout le corps, en réalité. C'est-à-dire que quand j'interviens avec quelqu'un, alors, si tu veux, je vais t'expliquer un peu comment je procède. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, des pieds à la tête. Et alors, on a fait un exercice ensemble. La dernière fois. Les deux, la dernière fois. On avait fait un exercice, exactement. Là, je vais faire un petit peu mon déroulé. Oui. Ce que je fais généralement, d'abord, les stagiaires, je leur propose de lire soit leur script à eux, soit leur discours, soit un texte que je propose. Généralement, ils ne sont pas très bons. Sinon, ils ne feraient pas appel à moi. Faut pas se mentir. Ils lisent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de lire leur texte. Alors, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Et ils sont concentrés que sur le fait de bien retranscrire phonétiquement, de bien tout prononcer. Et surtout, ils fuient une seule chose, c'est mon regard. Ils ne veulent surtout pas se connecter. Ce qui est bête, parce que justement, c'est l'exercice inverse. Et une fois qu'ils ont lu ça, on leur fait prendre conscience de ce que c'est que la communication, c'est-à-dire on inclut le non-verbal, le verbal, le paraverbal. Faut pas exagérer, il y a ce qu'on appelle la controverse de Merabian, où on dit que le non-verbal emporte tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai, pas à tout moment. Mais il ne faut pas nier le corps. Et quand ils se voient en vidéo, je fais oui, mais ton corps, il est en train de dire autre chose que tes mots. Et là, ils font ah oui, mais ça, on le détecte instantanément de façon inconsciente. Et c'est là où on perd la crédibilité. Donc, une fois qu'ils ont conscience de ça, je commence par un exercice de relaxation. D'autres formateurs ne font pas de relaxation, mais moi, j'aime bien tout simplement que la relaxation permet, certes, de se détendre physiquement, oui, bien sûr, mais surtout de se concentrer. Je viens de réaliser, ça fait maintenant 8 ans, ça fait 8 ans que je fais de l'accompagnement à la prise de parole, et ça fait depuis quelques mois, moins d'un an en tout cas, que j'ai réalisé que les orateurs qui ne sont pas bons, qui passent à côté de leur exercice, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas concentrés, le ici et le maintenant, entre autres, ou ils ne sont pas concentrés sur leur objectif. Bref, ils répètent quelque chose. Le fait de se relaxer, ça permet de couper toutes les pensées parasites. On peut faire ça. Par exemple, si vous faites des exercices de respiration carrée, de cohérence cardiaque, etc., etc. On avait d'ailleurs travaillé ensemble avec le préparateur de l'armée de l'air. Oui. Je sais pas si tu te rappelles. Les pilotes de chasse sont formés à ça. Et le fait de poser sa respiration, tout d'un coup, on oublie de penser « je suis stressé, il y a tel horaire, il y a tel enjeu ». De toute façon, on le sait, la respiration, c'est le cœur du sujet. Oui, et ça fonctionne. Beaucoup de personnes souhaitent l'éviter ou passer à côté parce que oui, forcément, ça vient aussi chercher un peu en soi sur la prise de conscience que des fois, on est totalement aussi en apnée dans la journée, on ne respire pas. Ou on respire en sens inverse. Et la respiration, le travail sur la respiration vient vraiment chercher les gens sur leur façon de vivre. Et du coup, il y a une espèce de fuite où je veux pas vraiment aller dedans parce que je sais que ça peut changer des choses en moi et je veux pas aller totalement explorer ce champ. Oui, et puis il y a quelque chose dans le corps. C'est pour ça que ça peut être très perturbant. C'est-à-dire qu'il y a des stagiaires, tout d'un coup, je les aide à reposer leur respiration et il y a quelque chose qui intervient dans leur corps. Mais encore une fois, j'utilise des exercices qu'ils enseignent à l'armée de l'air. C'est-à-dire qu'il y a un niveau mystique 0, quoi. Donc ça les rassure énormément. Et c'est pas de l'hypnose non plus. Mais le fait de poser la respiration, tout d'un coup, ça se détend. Ils peuvent mieux parler parce que la parole, c'est de l'air. Et l'air, c'est la respiration. Donc sans respiration, il n'y a pas de bonne parole qui porte. Bien sûr. Donc je fais cet exercice de relaxation. On pose la respiration, tout à fait. Et là, à partir de ce moment-là, ils sont disponibles mentalement. Un peu plus disponibles mentalement. Je leur apprends à poser la respiration dans le ventre. Et après, on fait tout un cycle d'échauffement.
Hein, c'est-à-dire que là, je leur dis, voilà, on va chercher l'état optimal. C'est que je recommande de faire tout ce cycle d'échauffement quand c'est une prise de parole à très fort enjeu. Hein, juste avant une réunion, on n'a pas forcément le temps de faire ça. Mais là, c'est pour qu'ils touchent du doigt, qu'ils fassent l'expérience. Donc, je leur demande de s'échauffer la voix, de s'éclaircir. Et là, ils prennent conscience d'une autre phase. Parce qu'on entend tout. Quand j'ai travaillé plusieurs fois pour le Quai d'Orsay, où je leur apprends à tendre l'oreille. Parce que les réunions à distance à très très fort enjeu, ils sont pour des raisons de sécurité totalement sécurisés. Ils passent par un canal non pas visio, qui est facilement piratable, mais uniquement téléphonique. Oui. Et moi, je les aidais à travailler leur oreille, parce qu'on entend tout. Au travers de la voix, oui. Ah, on entend tout, c'est fabuleux. C'est fabuleux, et les gens, surtout, ils apprennent à cacher le fait qu'ils aient une main qui tremble. Hop, et je me mets comme ça, comme ça, mon pied ne tremble pas. J'ai l'air très digne, je suis tranquille. Et en fait, il y a le pied qui fait comme ça. Mais on apprend à le cacher. Mais on n'a pas conscience que dans la voix, on entend tout. On entend absolument tout. On entend quand quelqu'un est nerveux et sur quel mot il est nerveux. Alors, si ça se trouve, c'est parce qu'il a pensé à autre chose à cet instant-là, ou qu'effectivement, il a vu quelque chose dans la salle à cet instant-là, et que la voix, tout d'un coup, elle monte un peu dans les aigus. Mais pour nous, c'est tout de même un bon indicateur. Oui. Et tu dis on entend tout, mais on sent tout, parce que la notion de vibration au travers de la voix vient aussi indéniablement percuter de manière inconsciente dans l'oreille. C'est-à-dire que c'est de manière inconsciente, ça dépend, parce que c'est de manière inconsciente jusqu'à ce qu'on prenne conscience de ça. On est d'accord. En réalité, c'est de manière inconsciente. Instinctivement, on détecte un mensonge comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'on détecte que le paraverbal, que la voix, dit pas la même chose que le corps. Dis-moi, tu sais pas où ils sont passés les derniers michocos Non. Et là, on voit que la voix ne dit pas la même chose que les mots. Et effectivement, il y a quelque chose d'assez inconscient, instinctif. Par contre, une fois qu'on en a conscience, on arrive à mettre des mots, à verbaliser ça et se dire, effectivement, la voix est en décalage, elle paraît plus nerveuse, plus fragile par rapport à son affirmation qui est vraiment solide. Non, je ne sais pas où sont les michocos. Et là, pourtant, la voix, elle est... Peut-être que... Voilà. Et donc, une fois qu'ils ont fait cette relaxation, de s'échauffer la voix, de comprendre que, littéralement, on a énormément de points de tension dans la gorge. On a littéralement un sphincter derrière le larynx. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des voix suraiguës, sont des gens un petit peu énergiques, pas forcément nerveux, mais énergiques. Il y a des gens qui ont des voix très graves, très souvent. Attention, ce n'est pas une réalité absolue, mais souvent, les gens qui ont des voix graves sont des gens plutôt posés. Tout simplement qu'ils se détendent là. On voit que les gens qui ont fait l'exercice d'échauffement de voix avant la relaxation ont une voix plus aiguë que ceux qui font l'échauffement de voix après la relaxation. D'accord. La voix descend un tout petit peu plus dans les graves parce que c'est la détente. Donc, ils se sont échauffés la voix tout d'un coup sort mieux. Ils sentent, et là par contre, il y a quelque chose qui est un peu transcendantal, qui est très chouette, ils sentent que les mots vibrent dans le visage. Oui, mais ça, c'est important à faire comme exercice en termes de sensation, parce que tu parlais tout à l'heure de revenir au corps et à ce moment présent. Et c'est vrai que pour une prise de parole, sentir ça, c'est vraiment un élément, enfin moi je l'ai expérimenté, qui permet de revenir à cette dimension corporelle vraiment importante, c'est de sentir en fait toutes ces vibrations et de se dire, voilà, au-delà de ça, la vibration que je ressens, c'est celle aussi que je vais dégager quand ma voix va porter. Tout à fait. Et ça aide à presque se transcender. Il y a, des fois, je travaille avec des gens qui sont très timides. Il y a des gens qui sont très timides. Et mon point d'entrée pour eux, c'est de travailler leur objectif de prise de parole, souvent. Mais quelqu'un de timide, généralement, c'est quelqu'un qui se tait, mais il a l'habitude de réfléchir. Donc, il a son objectif. Et je travaille sur le fait d'oublier le jugement des autres. Oui. Et donc, pour qu'il oublie le jugement des autres, je le concentre sur lui-même. Et j'ai un stagiaire qui était extrêmement timide. D'ailleurs, il aurait dû faire même être suivi par un psychologue parce que lui, c'était une timidité maladive. Je lui donnais, voilà mes outils, mais continue aussi ta recherche autre part. Je ne vais pas te donner toutes les clés. Je suis honnête, je ne suis pas psychologue. Mais je l'ai fait passer par la voix pour qu'elle sorte mieux et par l'articulation, la diction, parce que ça se chauffe. Et il a travaillé tous les jours les langues, ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès, etc. Ces horreurs-là. Et c'est musclé. C'est littéralement de la muscu. On sent, enfin, tu as fait des exercices avec moi, tout le monde est... Oh, ça chauffe. Et on prend conscience de muscles qu'on ne connaissait pas avant. Ça chauffe bien.
Et il avait travaillé ça pendant des mois, et était arrivé la fameuse réunion où il devait faire face à quelqu'un qu'il déteste, quelqu'un qui, je vais utiliser le terme parce que c'est le terme exact, c'est navré, mais un connard. Voilà, c'était un connard dans le plein sens du terme, bien lourd. Et tout d'un coup, le stagiaire s'est mis en rogne, c'est-à-dire il commençait à se sentir, il se faisait battre par le connard, et il s'est senti tout d'un coup la respiration se poser, sa mâchoire se libérer, et les mots sortir pour lui. Oui. Il a senti la vibration dans le visage, et il s'est senti armé, musclé, prêt à se confronter. Et il a gagné confiance en lui, non pas en estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne à soi-même, mais la confiance en soi, c'est sa capacité à... Là, il s'est senti littéralement entraîné, comme un sportif, comme un militaire, comme ce que tu veux. Et tout d'un coup, il a pu dérouler son idée en étant très fort, parce qu'il avait confiance en son outil. Depuis, il me dit toujours, enfin je l'ai recroisé par un grand bonheur, il dit « Je suis toujours timide, mais je ne me limite plus. » Oui. Et il est dans son confort, parce que ça, c'est une notion qu'on évoque aussi tous les deux. Souvent, dans la prise de parole, on voit bien que certains essayent de faire adopter des modes de prise de parole classiques, parce que c'est un espèce de standard qu'on veut que tout le monde s'approprie. Or, la réalité, c'est que ce n'est pas possible. Et nous, on aime justement à faire en sorte que chacun puisse travailler sur sa notion de confort. Quel confort je trouve dans ma prise de parole? Parce que si on n'est pas dans le confort, on ne dégagera pas un impact qu'on aura recherché. Non, parce qu'on va essayer d'imiter. Donc c'est faux. Donc c'est faux, et surtout on passe à côté de notre charisme, notre style, notre façon d'être. Bien sûr, il vaut mieux être imparfait dans son confort que parfait dans l'inconfort. Parce que sinon, ce qu'on va dégager, comme tu dis, c'est absolument pas congruent. Et surtout, tous les orateurs qu'on aime bien, on les aime bien dans leur patine, on les aime bien dans leurs défauts, dans leur façon d'être. Trouve-moi un orateur, un très bon orateur qui soit parfaitement lisse, ça n'existe pas. Si tu dis qu'il est lisse, c'est que ça provoque rien. Donc forcément, ça peut pas être un orateur dans le sens qu'on va lui donner. Il peut pas provoquer quelque chose en étant lisse, c'est pas possible. Non. Ou alors c'est un choix. Par exemple, des journalistes du 20h, le présentateur, le but c'est qu'il soit assez lisse pour être dans une forme de neutralité. Je parlais des diplomates. Ils doivent lisser ça parce qu'ils disent c'est ma voix, mais je porte la voix de la France. Bien Donc sûr. moi, je dois me lisser. Et c'est des personnes qui sont formées à ne pas communiquer. Mais d'ailleurs, ils n'y arrivent pas. C'est très drôle, mais ils n'y arrivent pas. Mais pour le commun des mortels, que ce soit l'employé, que ce soit l'élu, que ce soit n'importe quoi, il faut surtout pas se lisser. C'est son individualité qui est intéressante. C'est son humanité, c'est ce qui fait ce que l'on est. Bien sûr. Je me souviens, mes débuts de formateur, je voulais absolument justifier que je méritais d'être là en tant que formateur. Je voulais être parfait et sérieux. Ouais. Enfin, tu me connais, je ne peux pas être sérieux. Et finalement, mes stagiaires, au fur et à mesure, je l'ai vu, parce qu'à chaque fois, on leur demande une sorte de petit rapport, ont commencé à largement apprécier ma façon d'être, même mes cours, parce que j'étais dans ma façon d'être. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on choisit, en fait, dans ce rapport. Enfin, je veux dire, en plus, toi, tu vas parler de confort, tu vas parler de détente, de moment présent. Si tu l'incarnes pas dans la façon dont tu es au quotidien, ça peut pas fonctionner. Et c'est là-dessus où tu attires énormément. On l'a vu la semaine dernière quand on a eu des stagiaires qui nous ont dit « Ah ouais, mais moi, j'ai fait pas mal de formations en prise de parole. J'ai jamais fait ça. » J'ai jamais fait ça et j'ai jamais compris, du coup, l'impact que ça peut avoir juste en faisant ces petits exercices-là. Oui, parce qu'on parle de confort. L'outil corps, c'est se remettre dans ses pantoufles. Mais c'est ce que j'explique à tous mes clients. En fait, la prise de parole, c'est pas difficile. Une fois qu'on a compris, qu'on a retiré toutes les difficultés inutiles pour se concentrer sur les endroits où c'est vraiment utile, la prise de parole, c'est facile. Ça demande du travail. Oui. Toujours. Beaucoup de travail, de préparation, de concentration. C'est très énergivore. Mais ce n'est pas difficile, une fois que l'on comprend ce que l'on doit faire. Une fois que l'on est dans ses pompes. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui est confort. Et pour revenir sur le cycle, d'ailleurs, finissons là-dessus. Donc, il s'échauffe la diction pour que ça sorte mieux, pour pas qu'il, tout d'un coup, je suis en difficulté, je dois faire bien attention. Alors que oui, il faut être attentif, mais il ne faut pas se concentrer uniquement là-dessus.
Je leur fais faire un petit exercice après ça de relaxation et d'échauffement facial, hein, que je ne vais pas faire là, sinon je vais éclater ce micro, mais que les stagiaires adorent faire, qui est un exercice de théâtre où je fais un échauffement du visage. Et tu as vu l'effet que ça fait. Hein, ils s'éclatent tous à le faire après. Et après, je leur demande de reprendre leur texte, tout simplement, et je leur demande de s'approprier émotionnellement le texte. C'est-à-dire, je leur demande de se poser la question, quels sont les mots-clés pour toi dans ce texte-là ? Qu'est-ce que tu mets derrière ces mots ? Derrière, c'est ça qui est important. C'est le derrière les mots, parce qu'on s'en fout des mots. Pardon, on s'en fiche des mots. C'est qu'est-ce qu'on y met derrière ? Et ils font ça, et je leur demande de repasser le texte. Et tout d'un coup, systématiquement, c'est ça qui est fantastique, c'est que c'est systématiquement. Tout d'un coup, le texte est beaucoup mieux dit. C'est-à-dire avec beaucoup plus de profondeur. Des fois, ils prononcent même moins bien. Oui. Mais la cigale et les fourmis, la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Et tout d'un coup, il y a un truc qui est beaucoup plus rythmé. Ils habitent. Ils habitent le texte. Ils pensent ce qu'ils disent à l'instant où ils le disent. Ils l'habitent, ils le vivent. Des fois, il y a des stagiaires qui sont très, très émus à ce moment-là parce qu'ils ouvrent une armure. Et en fait, c'est ça, le lâcher-prise. Et souvent, quand ils passent, après, il y a un silence magistral, alors qu'on a fait une séance de 4 heures quasiment sans pause. Ouais. Il y a quand même un silence magistral, mais habité. Et je pose la question aux stagiaires, alors c'était comment ? Ils font, ouais, je l'ai bien senti. Et ça va, c'était pas beaucoup plus dur parce que tu as quand même fait tout ça. Ah non, c'était plus facile. Eh ben oui. Et à chaque fois, ils disent, ah non, c'était plus facile. Parce qu'ils étaient reconnectés à la fois dans leur pompe, dans leur corps, en respirant bien, et dans leur émotion. Pas dans le mental pur. Oui. Il y avait du mental, vu qu'ils étaient connectés dans leur émotion, mais ils n'étaient pas arc-boutés dessus. C'est-à-dire que ce n'était pas le seul objectif. Il n'y avait même presque plus d'objectif. Le seul, c'est partager une idée, une émotion, etc. Et là, se connecter. Pardon ? Et se connecter, du coup. Se connecter aux autres. Et ça se fait comme ça. Ouais. C'est fantastique. Et ça marche beaucoup mieux. Et surtout, à chaque fois, les stagiaires se disent « Mais oui, en fait, c'est beaucoup plus facile que je ne le croyais. » Ben oui. Il faut juste arriver à se remettre dans ses pompes. Mais le fait est qu'on n'est pas formé à ça. Là, il y a l'éducation nationale. Alors, je ne vais pas cracher sur l'éducation nationale. C'est mon premier pourvoyeur de clients, directement. Donc, je ne vais pas me plaindre. Et les profs... Souvent, les meilleurs orateurs qu'on a vus, c'est les profs. C'est les profs qui sont passionnés, qui ont le feu. Ouais. C'est des orateurs. Et ceux qui t'endorment. Et ceux qui t'endorment. Qui te perdent dès les 5 premières minutes. Mais oui, et en plus, ça peut être les profs d'une même matière. Exactement. On a tous 1, 2, voire 5 profs par matière où voilà, ça va être le prof de l'année qu'on a retenu parce qu'il nous a permis de découvrir l'histoire géo comme jamais. Et à contrario, le prof de philo qui nous a terrorisés et qui nous a absolument perdus sur toute la ligne. Enfin, on a tous ça. Et tu remarqueras, si tu te souviens bien de tes profs favoris, systématiquement, ils avaient tous un petit grain. Ils avaient tous un petit grain. Et puis moi, je parle même des profs quand j'étais c'est ces petites folies. Ces petites folies qui est la passion, ils parlent avec amour et gourmandise tout de suite. Donc, et la gourmandise, c'est quelque chose qui se partage. Ouais, j'adore la gourmandise. Ah mais oui. C'est chouette, je trouve. Quelqu'un qui parle avec gourmandise d'un sujet, eh ben, nous, on est immédiatement empathique et on a envie de goûter. Mais c'est très drôle. Ça, j'ai fait un master, j'ai eu des cours à Normal Sup. Et des profs très sérieux, avec leur cravate de profs très sérieux. Et ils avaient tous un petit grain. Et c'est dans ce petit grain qu'ils sont allés puiser leur génie, ou en tout cas notre envie d'en voir plus. Et sinon, il y avait d'autres personnes qui étaient des sachants, mais pas des pédagogues. Ouais. Et la différence entre le sachant et le pédagogue, c'est que le pédagogue, il est enthousiaste et pédagogique, bien sûr, c'est-à-dire qu'il transmet empathique. Il partage. Il ne veut pas tout dire, il veut nous faire comprendre. Et alors ça... on se souvient des cours des profs qui étaient très bons et passionnés. On se souvient des enjeux de la bataille de Patay. L'autre, il va nous enseigner les dates, on ne s'en souvient pas. Exactement. Alors, est-ce que tu peux rapidement, je ne vais pas te demander de faire l'exercice sur la respiration carrée, mais juste expliquer, parce qu'on l'a évoqué de manière très rapide, comme exercice, cette respiration carrée, pour revenir en fait à soi. Ah oui. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est rapidement pour qu'ils essayent d'imaginer, qu'ils la fassent et qu'ils testent en fait Ils peuvent tester. En plus, il y a
même des applications gratuites. Prenez des applications gratuites parce que c'est un concept vieux comme le monde. Qui guide sur cette Qui guide, respiration. et en fait, c'est une question de rythme. On peut c'est très facile parce qu'on peut se projeter. Je demande aux stagiaires de s'installer assez confortablement, les mains sur les cuisses. Ça peut être allongé aussi. Se poser, se mettre dans sa bulle. C'est extrêmement important d'apprendre à se mettre dans sa bulle. Se mettre dans sa bulle, c'est apprendre à se concentrer. Bien sûr. Et donc, on peut être dans sa bulle, les yeux fermés, ou être dans sa bulle, les yeux ouverts au loin. Moi, je fais partie de ceux qui préfèrent avoir les yeux ouverts par instinct de survie, je pense. Et donc, j'ai du mal à lâcher prise, je me sens trop vulnérable. Et je leur demande au moment où ils inspirent, expirent, de dessiner un carré. Soit ils le font avec les doigts, soit ils le visualisent. Et imaginez que c'est une jauge. On respire, si possible, par le ventre. Et je leur demande d'inspirer sur 5 temps. Et la jauge va monter, la jauge se remplit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ils inspirent en continu par le nez. Et pas... Non, il ne faut pas saturer, il faut vraiment être dans le confort. Être dans le confort, j'inspire jusqu'à 90%, 95% de ma jauge. 1, 2, 3, 4, 5. On voit la jauge qui se remplit. Et je maintiens. Et en fait, c'est ça qui est important. Je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5. La jauge se maintient. Et j'expire par la bouche, toujours dans un truc continu et ne pas faire 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5-10% d'air dans les poumons pour ne pas suffoquer. Et je maintiens un vide. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ouais. Et là, ils ont fait un carré. Et rien que le fait de faire posément et passivement le carré, on en fait 5 et bizarrement, le corps se relâche. Et l'esprit, les pensées. Mais il faut être passif. C'est-à-dire que médicalement, enfin les médecins, les scientifiques, on peut prouver qu'il y a un effet réel et concret. Tout à fait. Encore une fois, l'armée enseigne ça. C'est ces grands yogistes des commandos. Ils enseignent ça et c'est très important. Et je montre ça parce que j'ai des stagiaires qui sont en résistance, mais parce qu'avant même de commencer l'exercice, ils font mais ça marche pas sur moi. Oui. Ils ont décidé que ça ne marchait pas. Ils ont décidé. J'étais comme eux. Alors, moi, j'ai fait une école de théâtre et on commençait tous les cours. La prof nous demandait tous de nous allonger par terre, de faire de la relaxation. Moi, ça m'embêtait, j'étais comme ça, allongé en disant ouais, super, mais moi, j'aimerais bien bosser, en disant ça ne sert à rien. Et un beau jour, je me suis dit, bon, quitte à être coincé là, je vais tenter le truc. Et je me suis laissé porter. C'est-à-dire, je me suis laissé porter, j'entendais la voix qui me donnait le rythme. Depuis, je l'enseigne. Tu vois, c'est fantastique. Il y a d'autres stagiaires, ceux qui n'y croient pas, essayez de le faire. Ne vous mettez pas la pression sur le résultat parce que c'est ça qui sabote. Parce que c'est comme si notre esprit nous disait à nous-mêmes « Mais détends-toi, tu vas t'étendre !» Ça peut pas marcher, ça peut pas. Mais d'ailleurs, on l'a expérimenté la semaine dernière sur une journée. Ah oui. Après l'exercice, effectivement, tu étais en capacité de détecter ceux dont le mental avait lâché et ceux dont le mental ne lâchait pas parce que c'était mis la pression sur le résultat. Ça se met la pression. Mais il y a quelques temps, on avait un stagiaire comme ça, qui avait décidé que ça ne fonctionnait pas, et j'avais vu qu'il avait une montre connectée. Ah oui. Et je lui dis, mais maintenant, est-ce que tu peux revenir en arrière, parce que certaines, on peut revenir en arrière, et voir le travail de la pulsation. Et il regarde, il fait, ouais, enfin, si tu veux. Ah oui. Ouais. Ah oui, ben oui. Oui, il y en a qui ont besoin de cette preuve un peu scientifique pour comprendre que ça fonctionne réellement. Parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que dans la connexion et son rapport au corps, il l'a pas senti. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une preuve extérieure pour mentalement l'intégrer, alors que logiquement, il devrait arriver à le ressentir dans le corps. Et c'est en ça qu'on a aussi un travail un peu complémentaire, toi et moi, et qu'on travaille aussi avec Isabelle, et qu'on a sorti cette fameuse journée sur l'incarnation complémentaire, parce qu'on parle de l'outil corps. Ouais. Et dans l'outil corps, il y a obligatoirement ce passage de reconnexion à son corps, et cette reconnexion à son corps, pour certains, elle est difficile parce que il y a tout ce qui nous a façonné depuis qu'on est enfant, il y en a qui vont parler de croyances limitantes, de blocages. Ouais. Tout ça fait que ça nous empêche d'être reconnectés. Et puis parce qu'on a mis des barrières de protection, le mental nous a énormément protégés pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire dans les journées qu'on propose, c'est justement d'exploser tout ça de manière accompagnée,
en toute sécurité, pour faire en sorte que chacun puisse aller sur cette reconnexion au corps et trouver Bien ce sûr. confort. Parce que ce Bien confort, il existe, Mais en fait. bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a sacralisé l'intellect. Oui, Et effectivement, c'est l'intellect qui a envoyé l'homme sur la Lune. Et on ne va pas le nier. Mais comme s'il était opposé au corps. Comme si intellect égale opposition au corps primal. Mais non. C'est drôle. Je connais quelqu'un qui est un brillant physicien, qui pense être très, très intellect, qui est un grand ponte. Mais il ne se rend pas compte dès qu'il a faim, il est grognon. Voilà, et tu vois, il y a le corps qui prend le dessus. Il y a des méthodes que j'ai de manipulation vers les stagiaires. C'est-à-dire, souvent, je les manipule et après, je leur fais « Attends, tu te rends compte de ce que j'ai fait ?» Il suffit, en tant que formateur, moi, j'ai le droit de me lever. Mais quand ils commencent à remettre en doute ce que je dis, le fait de me lever, me rapprocher d'eux, mais avec un air très posé, tranquille, tout d'un coup, ils s'interdisent. bien sûr. Parce qu'il y a le cerveau qui se dit « Mon Dieu, c'est plus grand que moi, ça va me bouffer. Oui. » Et pourtant, on le nie, ça. Or, c'est un tout. Il y a le corps sans intellect ne sert à rien. L'intellect sans le corps, c'est un déni. Et on manque de force. On manque de puissance. Et justement, l'un nourrit l'autre. Et ça permet de faire le lien sur un sujet qu'on voulait évoquer aussi, toi et moi, qui est très important parce que de plus en plus de personnes aujourd'hui s'adressent à un auditoire sur les réseaux sociaux, Oui, donc face caméra. oui, Et c'est une journée sur laquelle tu travailles, où tu as proposé vraiment un accompagnement spécifique. oui. Pourquoi Bah, D'où t'es parti? Enfin, moi je le sais parce que on a fait des constats toi et moi, mais parce que vous le savez, on l'a souvent évoqué, l'impact derrière la caméra, il est encore plus terrible entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez vous positionner et prendre conscience parce que derrière la caméra, il y a un impact encore plus important. Donc tu vas nous expliquer, Antonin, pourquoi, il y a comment il y a et comment on peut énormément de travailler ça. il y a énormément de choses. Et il y a un truc qui est terrible, qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui est sur Internet reste sur Internet. Donc autant je me plante lors d'une réunion, j'ai dit une énormité. Au fond, on s'en fiche. Hein. Oui. Même, je vais rentrer chez moi. Enfin, je vais pas me faire virer. Vraiment que j'ai fait un truc énorme. Par contre, je balance une vidéo sur Instagram. Elle va ressortir si on veut me retourner quelque chose contre moi. Donc non seulement il y a ce côté incarnation et la caméra vise tout, c'est-à-dire que c'est vraiment un zoom. Là, enfin, on peut voir peut-être mes poils de nez, on peut voir mes micro-expressions, voir si je suis sincère et honnête ou pas. Et donc, il y a ce côté-là, justement, l'intérêt de la vidéo, être très proche, être dans la poche, c'est que vraiment, là, je peux m'adresser à mon auditoire. Et on a cet effet-là, quand on regarde le portable, tout d'un coup, voilà, regarde Mona Lisa, je regarde dans les yeux, je m'adresse directement à vous. Il y a cet effet-là. Mais il faut le préparer, c'est-à-dire il faut l'incarner. Sinon, il y en a qui ont des yeux de bœuf qui regardent à côté. Alors, bonjour mes chers collègues, et il n'y a rien qui passe. Oui. Il n'y a rien qui passe, et ils passent à côté, ils se ridiculisent, et en plus, ils se sentent mal dans leur peau après, ils ne leur feront plus. Tandis que si on sait pourquoi on fait la vidéo et à qui on s'adresse, bizarrement, c'est même beaucoup plus facile. On est de nouveau dans ces pompes. Mais donc, il y a ce volet-là. Il y a aussi le volet technique, parce qu'il y a des standards techniques de plus en plus élevés. Parce que là, rien que là, on est dans un studio professionnel. Oui, parce qu'on a encore, tu sais, à un moment donné, on avait bossé ensemble sur les élections, je me souviens, en 2020. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de gens qui étaient encore sur le standard, et ça pouvait passer encore de plus c'est naturel et moins ça fait professionnel, et mieux ça passe parce que les gens ont le sentiment, en fait, que je suis comme eux. Sauf que là... On a passé un cap. Oui. Le standard a été dépassé parce Bien que sûr. le public a l'habitude continuellement, tous les jours sur les réseaux sociaux, d'avoir sous les yeux des vidéos ultra professionnelles Bien sûr. Et scriptées. et scriptées. Il y a quelque chose, il ne faut pas être dans le déni, c'est que tout est scripté et préparé. Il y a un grand danger que l'on a, c'est de se penser qu'une vidéo est 100% spontanée. Non, souvent, très souvent, et vu qu'il y a des enjeux derrière, les vidéos sont scriptées. Oui. Toi et moi, on n'a pas écrit à la phrase près cette interview. Mais il faut être honnête, on s'est dit, on va parler de ça. Bah, on a un sujet. Et il y a un sujet, et puis bon, voilà. On a une ligne à tenir. C'est ça, on a une ligne à tenir. On sait le pourquoi. Parce que On souvent, sait le moi, pourquoi. j'accompagne les gens à travailler sur cette définition du pourquoi. Moi, je sais aujourd'hui quel est le pourquoi de cet épisode, parce qu'on sait tous les deux quels sont les messages que l'on veut délivrer. Exactement. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus,
eh bien, moi, je ne travaille pas avec de script parce que j'aime pas ça. Et j'aime cette connexion qu'on va avoir tous les deux et cette spontanéité qu'on va pouvoir donner à l'interview. Ouais. Le fait de pouvoir rebondir sur ce que tu vas dire va donner une énergie supplémentaire et être dans l'échange et dans la connexion beaucoup plus facilement que d'être totalement calé au script. Mais il y en a qui sont capables de le faire. Il y en a qui sont capables de le faire, mais scripté. ils sont bons. Et ils sont bons et entraînés, parce qu'il y en a qui sont aussi en train de répéter un texte et c'est mauvais. Donc il y a cet enjeu-là. Donc on joue la crédibilité et il y a aussi un aspect technique, donc, parce que les standards ont augmenté, mais il y a aussi un aspect technique de l'acceptation de soi à l'image. Exactement. Et ça, c'est d'une violence extraordinaire. C'est d'une violence qu'on ne comprend pas. Moi, j'étais acteur de doublage et j'ai fait beaucoup de doublage. On est venu me chercher, c'est des gens, des professionnels du doublage qui m'ont vu sur un tournage pour un film, je ne sais plus quel film, qui m'ont dit « on adore ta voix ». Donc je n'ai pas démarché en ce sens-là. Et moi, je n'aime pas ma voix. Et c'est normal, je vais expliquer pourquoi. Et à chaque fois qu'on fait du doublage, on revoit la scène qu'on a doublée, donc je devais entendre ma voix à chaque fois. Et à chaque fois, j'avais « aïe, un petit ah, ça pique un petit peu ». Mais à la fin, j'avais plus envie de pleurer. Parce que je l'ai accepté, ça. Parce que ce que l'on pense émettre, ce n'est pas ce que reçoivent les autres. Exactement. Et ça est toujours une énorme différence. Que ce soit la voix, par exemple, on sait très bien que notre voix, on l'entend, mais par résonance osseuse, et on a l'impression d'avoir une voix plus grave. C'est-à-dire que là, quand je te parle, j'ai l'impression de parler comme ça. C'est pour ça que je me sens beau gosse. Alors qu'en fait, quand je m'entends, c'est pas bon. Et surtout, alors là, on a un bon micro, mais quand on tombe sur son propre répondeur, tu sais, là, on a tous envie de pleurer. Parce que le micro est moins bon, donc il capte déjà au-dessus. Notre voix est plus aiguë que ce qu'on entend encore au-dessus, et l'enceinte n'est pas bonne, encore au-dessus. Donc la voix au téléphone est beaucoup plus aiguë que celle que tu entends là et celle que j'entends là. Bien sûr. Donc il y a déjà une petite différence qui fait mal. L'autre différence, c'est le physique. Et il y a quelque chose qui soulage beaucoup de monde, c'est qu'on prend tous entre 3 et 5 kilos à l'image. C'est optique, c'est mécanique, parce que tout simplement, on a une vision stéréoscopique, c'est-à-dire on voit en 3D, on voit le relief. C'est-à-dire tu vois que par exemple, entre l'avant du visage et l'arrière de la mâchoire, ça s'élargit peu à peu. Oui. Tandis que là, la caméra filme en plat et ça fait bouboule parce qu'il ne voit que le rond. Et là, ça fait bouboule. Et là, je prends entre 3 et 5 kilos. Quand je travaillais sur des plateaux de cinéma ou quand j'ai travaillé un tout petit peu, mais sur les défilés haute couture, on voit que les vedettes, non seulement elles sont maigres, mais tu retires encore entre 3 et 5 kilos, elles sont comme ça. Et en vrai, ce n'est pas beau. Enfin, non, pardon, là, c'est un jugement, mais il y a quelque chose de très frappant. Donc, il y a ça. Une fois qu'on accepte que, OK, la caméra va me rajouter 2 à 3 kilos, il y a aussi autre chose, c'est que la caméra aime beaucoup les contrastes, c'est-à-dire les différences de couleurs. Et la caméra dessine comme un enfant de 4 ans, c'est-à-dire c'est un gros bourrin. Dès qu'il y a la moindre cerne, la moindre ride, moi j'ai toujours les yeux un peu cernés, tout d'un coup, il va voir, oh tiens, il y a un trait. Il va prendre un gros marqueur, et c'est pour ça que si on est un tant soit peu fatigué, on ressemble à un toxicomane, vraiment. Ça accentue, oui, sous les yeux. Ça accentue tout, mais ce n'est pas la vérité. Donc, les gens que j'accompagne, souvent, je leur dis, il faut se maquiller un tout petit peu, juste de quoi pallier ça. Je ne dis pas non plus... se transformer. Se transformer. Mais si on va sur le plateau du 20h, par exemple, et qu'on va voir Monsieur Delahousse, il est 19h59 et 59 secondes, on court sur le plateau, on frotte le visage de Delahousse, il y a à peu près 1 centimètre de Delahousse qui va rester sur votre doigt, parce qu'il est surmaquillé, et c'est normal. Oui. Ce que je conseille, c'est vraiment mettre un tout petit peu de matifiant, etc., pour juste pallier cette petite différence. Une fois qu'on a dit ça, on s'accepte beaucoup plus à l'image. Et dernier conseil que je donne, c'est quand on se regarde à l'image, se regarder comme quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas moi. Et quelqu'un que je vais rencontrer, et bizarrement, un inconnu, on a tendance à lui laisser une neutralité sympathique, on va dire. C'est-à-dire quelqu'un, on va lui laisser le bénéfice du doute, on ne se referme pas tout de suite. Si on apprend à se regarder comme ça, c'est déjà beaucoup mieux. Oui. Ça libère. Et c'est au fur et à mesure où on se voit, et qu'on accepte ça, qu'on se libère de ça. Oui, et puis c'est important d'arriver à se libérer parce qu'on le voit là aujourd'hui, même
juste pour en revenir à toutes les vidéos qui sont diffusées en ce moment sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui partent en campagne. Oui. Donc, il y a beaucoup de vidéos de lancement de campagne sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est assez insupportable parce qu'on a quasiment l'impression de voir tous les mêmes. C'est le même message, très éloigné, avec un discours très vague. Très vague, très conceptuel, pas du tout incarné. Non. Il n'y a absolument aucune vulnérabilité qui est délivrée, pas de connexion. Quel tips, quels conseils on pourrait donner justement pour... Alors, bien sûr qu'il y a un travail de fond sur le message, le fameux pourquoi, sur lequel je travaille, mais surtout sur comment se sentir derrière cette caméra. Tu sais, souvent, on faisait les exercices, tu disais aux stagiaires, essayez d'imaginer que ce n'est pas un téléphone que vous avez en face de vous, mais voilà, un ami, quelqu'un de la famille à qui vous souhaitez expliquer ce que vous allez délivrer, de manière à ne pas être confronté à cette froideur de matériel qui... indéniablement, de toute façon, vient vous impacter dans l'expression que vous allez avoir. Bien sûr. Parce qu'il y a... Déjà qu'on n'est pas à l'aise devant un public, et c'est normal. Et encore une première chose, c'est normal d'avoir peur de prendre la parole en public. C'est normal. Ça, il faut le dire, tout le monde a peur. Moi-même, je suis un professionnel. Enfin, je fais des conférences, j'ai fait du théâtre. J'ai toujours une légère appréhension. Mais en plus, une caméra, c'est neutre. C'est vraiment un cyclope et on ne voit que le jugement. Tout à fait. Et c'est effrayant. C'est pour ça qu'il faut voir par-delà ce cyclope. Et on fait un petit coup tu l'as très bien dit, de gymnastique mentale. Alors moi, je ne pense pas à un ami ou à un membre de la famille. C'est directement à qui tu t'adresses exactement. Et trouve une personne qui représente le plus... La cible, exactement. Quelqu'un qui te soit sympathique. Et imagine par une petite gymnastique mentale, et finalement, tout le monde y arrive très rapidement, me dire, tiens, sur cette caméra, je vais mettre un visage d'un tel qui représente ma cible. Par exemple, je serais candidat à Limoges, par exemple. Quel est l'habitant qui est pour moi le plus représentatif ? Et je vais essayer de mettre son visage sur la caméra et je vais penser à lui. Je vais le vous voyez, comme ça je garde le vous. Et je vais l'imaginer m'écouter et réagir. Et bizarrement, ils se mettent à beaucoup mieux parler et de façon détendue. Et on voit la première prise. Je leur demande pas de faire ça, ils sont comme ça. Bonjour, bienvenue dans la ville de Limoges. La ville de Limoges est pleine de ressources. Non. Et tout d'un coup, dès qu'ils parlent, il y a un sourcil qui bouge. Il y a la tête qui bouge. Et c'est pour ça que Limoges... Et quand les mains bougent, tu sais que là, ça commence à s'incarner. Parce qu'ils s'adressent à quelqu'un. Et... ils sont donc en train de se connecter à ce qu'ils pensent, au côté émotionnel, conviction, etc. Attention, la conviction est une forme d'émotion. Hein. Je ne cherche pas le lacrymal. Et ils se libèrent et ils sont beaucoup plus clairs. On entend ce qu'ils mettent derrière les mots. Et n'oubliez pas que pour les élus, les candidats, c'est censé être des incarnations. Oui. C'est-à-dire, bien sûr, des mots, des idées, mais qu'est-ce qu'il y a par-delà ? Et c'est ce qui manque, malheureusement. C'est ce qui manque aujourd'hui parce que... ce qu'on constate, c'est un manque de préparation. Très souvent, on veut lancer sa vidéo de lancement de campagne parce qu'on est content, parce qu'il faut la faire. Surtout parce qu'il faut la faire. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est parce qu'il faut la faire, parce que c'est devenu aujourd'hui inévitable. Et donc, tout le monde veut se prêter au jeu, mais sans préparation. C'est ça. Et la difficulté, elle est là. Et c'est dommage parce qu'un minimum de préparation... sur sa stratégie de communication, c'est travailler son incarnation, c'est se mettre OK sur quels sont mes messages que je vais délivrer. Moi, j'indique beaucoup quels sont les piliers clés de votre incarnation, de votre campagne, les piliers clés de votre engagement, de manière à avoir ces piliers délier tout le long des prises de parole et de faire un lien systématique, c'est-à-dire que chaque prise de parole qui sera plutôt sur un sujet de contenu sera toujours reliée en fait au sens que l'on met derrière dans l'engagement. Et ce sens de l'engagement, malheureusement, il n'est pas posé. Les gens n'ont pas pris le temps de le positionner. Non. Des fois même, ils n'y arrivent pas. Du coup, ils sautent l'étape et... ce qui est dommageable, c'est que passer et nier que ça a son importance, derrière, indéniablement, les gens et les citoyens vont le ressentir. Il va manquer, en fait, le sens derrière le message. Et la cohérence. Et la cohérence, et donc après la congruence aussi dans chacune des prises de parole qui sera faite. C'est malheureux, c'est ce qu'on constate tous les deux. Et c'est surtout qu'il y a il faut pas... Alors, c'est pas pour vendre l'information, mais il faut pas hésiter à se former à la prise de parole
face caméra ou la prise de parole, parce que c'est technique. Il y a des techniques et qu'on ne peut pas inventer. Ça a été inventé par les youtubeurs, par la nouvelle génération qui est arrivée à l'explosion d'Internet, vidéo Internet. Ils ont posé les codes. Mais maintenant, c'est standardisé. Oui. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Et il ne faut pas hésiter à se former. Et se former, c'est aussi se libérer, bien entendu. Ça. Parce qu'il y a des gens qui font une vidéo parce qu'il faut faire une vidéo, comme tu le dis, parce que le conseiller de campagne, le jeune, il dit il faut faire une vidéo. Alors, je prends envie de faire une vidéo, et puis hop, il bâcle. Et le truc le plus ingrat, ils vont faire après, t'as vu, la vidéo, elle est nulle. Bah oui. C'est pas la vidéo qui est nulle, en fait. Mais comment je vais lui dire Et parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un exercice. Et un exercice, ça se prépare. Surtout quand on n'a pas les codes. Alors justement, toi et moi, on a réfléchi à l'organisation d'une journée par rapport à ça, parce que l'année dernière, on s'était déjà posé la question. Là, aujourd'hui, on voit que moi, je réalise de plus en plus d'interviews de candidats pour qu'ils aient des vidéos justement très impactantes et percutantes sur les réseaux sociaux. Et on a mis en place, donc vous avez, en écoutant cet épisode, vous avez un peu l'exclusivité. On a mis en place en fait une journée entièrement dédiée à cette préparation de vidéos, dans laquelle en fait on a dédié la matinée au travail de toute cette notion de l'outil corps. Exactement. Donc la relax, la voix, la respi, etc. C'est ça. Avec pour objectif de travailler en parallèle aussi le contenu, c'est-à-dire quel est le message, le fameux why, le fameux pourquoi, des messages que vous souhaitez passer. Donc tout ça ciblé sur la matinée et un peu le début d'après-midi. Et ensuite, on a réservé en fait un studio d'enregistrement, de vidéos, de podcasts, dans lequel en fait on va pouvoir vous interviewer pour que vous puissiez en fait à la fin de la journée repartir avec votre heure d'enregistrement montée avec des reels qui soient impactants pour les réseaux sociaux et donc la définition de tous vos messages qu'on aura travaillé au préalable dans l'incarnation, dans le contenu, mais du coup derrière vous aurez pu faire l'exercice et avoir votre interview et repartir avec votre vidéo montée et l'ensemble de vos petits reels. Donc ça c'est une journée qu'on va démultiplier entre le mois d'octobre et le mois de décembre, à la fois pour les élus qui sont en campagne, mais pas que, tous ceux qui sont notamment parlementaires et qui ont envie de délivrer un message sur l'explication, parce que ça aussi, la version pédagogique des projets de loi et de ce qui se passe est un enjeu, mais aussi tous les dirigeants qui veulent parler de leur engagement, de leur entreprise auprès des clients. Eh bien, c'est une journée que l'on va démultiplier de octobre à décembre et on sera content de pouvoir vous y retrouver. Et peut-être même par-delà, encore. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est pratique parce que ça va leur permettre de se confronter. Oui. Parce que souvent, les stages, on essaye. Là, par contre, on repart avec le matériel. Déjà, un matériel a priori exploitable. Et au moins, ils savent ce que ça fait de se mettre dans ces conditions-là. Et généralement, après, ils refont d'autres vidéos. Oui. Mais moi, j'aime le concret, en fait. Depuis que je lance en fait, les formations, ce que j'aime, c'est que les gens puissent repartir avec quelque chose qu'ils puissent véritablement matérialiser concrètement et tester. Et donc, c'est vrai que quand on a imaginé cette journée, on s'est dit, là, il y a de l'impact, là, il y a du sens. Et surtout, l'idée, c'est de vous aider, d'être au plus proche de vous et accompagné pour passer ce cap et vous permettre de ressortir en plus avec des vidéos ultra quali, parce que là, on parle pas d'une vidéo de téléphone, montée, sous-titrée. Et franchement, on vous attend parce que ça va être un sacré travail et je pense que vous serez heureux de pouvoir le tester. Oui, et puis nous, testez-nous. Parce que nous, ça nous... En plus, c'est un vrai deal parce que nous, on s'engage à ce qu'il y ait quand même une vidéo exploitable. Exactement. Derrière. Donc, on va tout donner. Voilà, Antonin, on arrive à la fin de cet épisode et on a livré et on est allé chercher tous les plans sur lesquels on a l'habitude de travailler ensemble. On aurait encore énormément de choses à dire, mais on laisse, c'est un peu le teasing aussi. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir exploiter dans les détails dans tes journées, qu'on laisse nos stagiaires venir s'inscrire et découvrir. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit conseil ou un mot à adresser aux auditeurs sur ce sujet ? Pour la prise de parole et la prise de parole face caméra, il ne faut pas oublier que l'intérêt, c'est vraiment d'incarner, c'est l'émotion, c'est ce que l'on pense, c'est derrière les mots, ce n'est pas le mot. Donc quand vous prenez la parole, mettez-vous au service d'eux. Vous ne parlez pas pour vous, vous parlez pour les autres. Et quand on est connecté à ça, bizarrement, ça soulage même mentalement. Les stagiaires qui ont peur de prendre la parole, mes clients qui ont peur de prendre la parole, quand ils se rendent compte qu'ils ne parlent pas pour eux, dans le premier degré, parce qu'in fine, c'est pour servir leur projet. Mais à l'instant où je parle là, c'est pas pour moi. Oui. C'est pas non plus pour toi, indirectement. C'est pour les gens qui vont revoir cette vidéo.
eh bien moi, ça me soulage parce que je ne suis pas en train de passer un examen. C'est Je ça. suis en train d'aider dans la mesure du possible. Très bien, merci beaucoup Antonin, Merci à toi, Magali. d'avoir participé à cet épisode. En tout cas, on vous invite bien sûr à l'écouter en entier, à le partager et puis à faire vos retours, les commentaires. Oui. Et si vous avez des questions ou des suggestions de détails techniques ou de sujets, n'hésitez pas à nous les proposer. Nous pourrons enregistrer un épisode spécifique. En tout cas, sachez que nous, on est ravis de continuer à apporter ce travail sur cette notion d'incarnation qui devient de plus en plus importante dans tous les domaines et notamment dans la vie politique actuelle. Donc, on a fait notamment la semaine dernière une petite journée sur cette incarnation. Oui. À la garde républicaine et je fais ce petit commentaire juste pour vous dire que cette notion d'impact non verbal, organiser une journée de formation au sein de la garde républicaine, vous ne pouvez pas vous imaginer quel impact ça a eu sur la notion de confiance et de lâcher prise des stagiaires. Oui. Le fait d'être dans cet environnement qui est chargé de sens en termes de sécurité Mission. et de mission. Et ça, franchement, moi, je l'avais pas forcément anticipé à cette grandeur-là et je suis ravie de pouvoir continuer parce que on vous invite à suivre nos réseaux sociaux sur Insta, sur LinkedIn. À mon nom, à celui d'Antonin. Vous trouverez les prochaines sessions et franchement, venez vivre une expérience incroyable. On sera ravis de vous recevoir. Merci et à très bientôt. À bientôt.